Bonjour à toutes et à tous, ça fait un bail, ça fait plus d'un mois. J'avais promis un retour pour le menu crowdfunding le 16 mars 2025, c'est-à-dire la semaine pile poil de mon retour au Japon après 2 semaines et demie en France. Mais le truc c'est que 2-3 jours après mon retour au Japon, plus de jet lag, ça c'était plutôt cool. En revanche, j'ai dû choper dans l'avion, j'imagine, une angine, une grippe ou que sais-je. Je me suis retrouvé complètement à plat avec genre du 39 degrés de température. Pendant 4-5 jours, j'étais vraiment complètement à plat. Et du coup, j'ai pas pu faire le menu crowdfunding numéro 169 du 16 mars dernier. Et je suis un peu dégoûté parce que c'était un bon menu pour revenir sur la chaîne. On avait de beaux projets, on avait Too Many Bones qui revenait en VF sur Game on Tabletop, on avait Formaggio, on avait Valkyrie, donc le spin-off de Black Orchestra. On avait aussi Boken, le petit projet sur Ulule qui marche très très fort. On avait aussi, bon un peu moins intéressant mais quand même, The Great Harbor qui était plutôt très joli aussi. Bref, il y avait pas mal de projets assez intéressants sur cette semaine du 16 mars dernier et j'ai pu en couvrir aucun à cause de cette grippe, j'imagine, qui m'a vraiment un peu terrassé. Du coup, je reprends une semaine plus tard que prévu, donc le 23 mars 2025, avec un menu qui sera un peu moins intéressant, il faut bien l'avouer. Il y a quand même quelques petits projets sympatoches, certes, mais j'avoue que, à choisir, j'aurais quand même plutôt préféré reprendre la semaine dernière. Mais bon, on va se dire que c'est une manière de reprendre en douceur, ce qui n'est pas forcément plus mal non plus. Et puis sachez aussi que c'est une période où je vais pas jouer beaucoup, parce que depuis mon retour au Japon, au-delà de l'espèce de grippe qui m'a complètement mis au sol, Xavier est parti lui en France à son tour. Du coup, au-delà du solo, je vais pas avoir beaucoup d'opportunités de jouer jusqu'à la fin du mois de mars, je pense, voire même le début avril. Donc bon, c'est une période pas super joyeuse en termes ludiques, mais que voulez-vous, il y a des périodes de creux, c'est comme ça. Du coup, sans plus tarder, on se lance dans le menu crowdfunding numéro 169, si mes souvenirs sont bons, même si cette semaine est un peu moins intéressante que ce qu'on aurait pu avoir la semaine dernière. Voilà, c'est parti. On commence tout de suite par les entrées de la semaine. La première nous vient de Hollande et de Broken Mill, un petit éditeur qui fait partie du catalogue de MOB Vanguard, donc l'agence pour laquelle je bosse, qui a proposé jusqu'à maintenant plusieurs petits projets que l'on retrouve en fait aujourd'hui dans cette nouvelle campagne. On avait eu Heroes of Tenefear qui s'était du coup soldé par une campagne financée, on va dire. Il y a eu ensuite World's Teachers qui lui du coup a plutôt connu une annulation, ça s'était pas super bien passé, et ils nous reviennent avec ces deux jeux plus un nouveau, Phanerozoic. Heroes of Tenefear connaît une réimpression, World's Teachers c'est sa deuxième tentative puisque la première s'était soldée par un échec, et donc Phanerozoic c'est la nouveauté de cette campagne. Donc on a ici 3 jeux en même temps, le projet est d'ores et déjà financé avec 10 000 € d'engrangés, 250 contributeurs 17 jours avant la fin de la campagne. Pour le rappel, Heroes of Tenefear, c'est un jeu coopératif de deck building et de dungeon crawler pour 1 à 4 joueurs. World's Teachers, vous l'avez peut-être déjà aperçu sur Kickstarter lors de sa première campagne, c'est un jeu compétitif de pose de tuiles et de construction de mondes. Et puis Phanerozoic, qui à mon avis est le plus intéressant des 3 pour le coup, est également un jeu compétitif cette fois-ci de draft dans lequel on va reproduire l'évolution des espèces. World's Teachers était pas vraiment très 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 joli lors de sa première campagne et il n'est pas beaucoup plus joli lors de la seconde, ma foi, hein, c'est vraiment pas un jeu qui met la tulipe à 90 degrés, hein, voilà, vous aurez compris, c'est pas un jeu qui m'attire des masses, voilà, pour être tout à fait honnête. En revanche, Phanerozoic, oui c'est ça, que j'ai eu l'occasion de voir justement sur le salon, sur notre espace, puisque, encore une fois je le répète, ils font partie du catalogue de l'agence pour laquelle je bosse, celui-ci pour le coup, il est plutôt joli. Par contre, il y a beaucoup de textes, alors une grande majorité de textes dont on peut se passer, hein, c'est juste du fluff, on va dire. Mais le reste a l'air d'être plutôt solide. Les quelques éditeurs qui sont passés sur l'espace de MOB Vanguard pour le tester ont trouvé ça plutôt cool. Donc on n'est peut-être pas à l'abri d'avoir une petite gemme, GEM en anglais, vous savez, cachée, hein, une sorte de petite pépite, on va dire, un petit peu planquée.
À voir, je pense qu'on pourrait le voir à terme en français. Il y a pas mal de gens qui l'ont apprécié sur le salon. En tout cas sur le salon dans l'espace où nous étions, nous, puisqu'il est évidemment pas présent sur le salon au public, on va dire. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus pour le reste, hein, puisque de toute façon Tenefir avait déjà connu une sortie, hein, je l'ai déjà dit, deck building, dungeon crawler, ça reste relativement classique j'ai l'impression, World Teachers m'attire pas du tout, Phanerozoic un peu plus sympa sur le papier, mais bon, de là à aller m'encourager à backer ce projet, il y a un pas que je ne saurais franchir. Voilà donc pour cette nouvelle campagne de Broken Mill, les Hollandais de Broken Mill, dont c'est le 4e projet actuellement, 250 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne tout de suite avec Jaren's Outpost, ce qui est un projet qui vient d'Australie cette fois-ci. Premier projet de D&D is for Nerds, qui est apparemment un podcast YouTube, je crois, sur l'univers de Donjons et Dragons, bien évidemment. Et du coup, j'imagine que en se basant sur la popularité de ce podcast, ils ont quand même réussi à financer assez rapidement. On est déjà à 440 contributeurs, 30 000 € d'engrangés, c'est donc financé 19 jours avant la fin de la campagne. On est sur un univers justement à la Donjons et Dragons, mais beaucoup plus loufoque, on va dire, c'est quand même une tendance thématique plutôt humoristique, on va dire, qui est un jeu de programmation pour 2 à 5 joueurs, si mes souvenirs sont bons. Où est-ce que je pourrais retrouver les infos je les retrouve pas, mais bon, sachez-le, c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour environ 1 heure de la partie, si mes souvenirs sont bons, et ça vous plonge dans un univers donc de Donjons et Dragons, avec de la programmation, avec bien sûr tout cet aspect chaotique, on le voit d'ailleurs, c'est bien retranscrit par la couverture du jeu lui-même, il y aura masse de bordel, beaucoup d'interactions entre les joueurs, et vous aurez différents niveaux de pledge pour ceux que ça pourrait intéresser. On a l'édition de base à 45 $, mais on peut faire monter la note assez rapidement, avec par exemple ici la Deluxe qui est à 69 $, qui vient ajouter des meeples screen print, pas hyper classe, mais bon, ça fait le job. On voit que quelques éléments ne sont plus en carton, mais en bois, par exemple. Ce genre de choses. Voilà, vous me direz éventuellement si c'est quelque chose qui vous parle. J'imagine que si vous êtes amateur de Donjons et Dragons, que vous aimez bien un petit peu l'aspect plus loufoque de cette célèbre œuvre, ça pourrait éventuellement vous parler, sachant que c'est un jeu compétitif avec énormément d'interactions entre les joueurs, ce qui rendra évidemment votre programmation d'action, parce que c'est au cœur du jeu que cette mécanique-là, ne sera pas forcément aisée. 444 contributeurs, 30 000 € d'engrangés, c'est donc financé 19 jours avant la fin de la campagne pour Jaren's Outpost. On enchaîne sur un projet français, il s'agit de Sphera. Il me semble d'ailleurs les avoir entreaperçus sur le off de Cannes il y a quelques semaines, si mes souvenirs sont bons. Sphera, c'est un petit jeu très abordable, hein, vous le voyez, c'est pour du 8 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes, jouable en solo ou en 1 contre 1, donc en duel. 144 contributeurs pour l'instant sur le projet, il est donc financé avec 6500 € d'engrangés 19 jours avant la fin de la campagne. Et Sphera, c'est un jeu de dés et de cartes dans lequel vous allez essayer de recruter différentes créatures, en imaginant bien sûr des synergies idéalement, bien sûr, pour pouvoir affronter et terrasser votre adversaire, puisque les créatures vous donneront plus ou moins de dés de tel ou tel type, ce genre de choses-là. Il y aura aussi des cartes d'objets que vous pourrez être amené à utiliser pour, là encore une fois, essayer de prendre le dessus, l'avantage sur votre adversaire. Projet français, bien évidemment, ça veut dire aussi qu'on aura pas mal de petites vidéos à se mettre sous la dent. Ici on en voit une de Di On Joue, on voit Ludochrono qui en a fait une vidéo également. Bref, vous avez un petit jeu facile à prendre en main, facilement transportable également, plutôt joli, avec, c'est vrai, un petit aspect amateur dans le bon sens du terme pour le coup. Ça rend le tout plutôt charmant, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure de par la nature du jeu lui-même, mais pourquoi pas, ma foi, le projet est plutôt charmant, et puis, ma foi, ça marche toujours plutôt bien, on est à près de 150 contributeurs pour un projet qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, c'est plutôt une belle réussite, même si la page, vous le voyez, est très peu riche en contenu. On aurait bien aimé avoir un petit peu plus de mise en avant du gameplay notamment, mais bon, faudra passer par les vidéos notamment de Ludovox pour en apprendre plus sur ce jeu-là en termes de gameplay. Voilà donc pour ce qui est de Sphera, 140 contributeurs pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne.
2-3 fois par an, on fait un petit détour du côté de la nouvelle campagne des Weasels, donc une fois n'est pas coutume, on arrive en mars, nouvelle campagne pour les Weasels, c'est la 12e série de Sam Milham, donc ces fameux, disons, puzzles dont l'aspect ludique ne s'arrête pas à la complétion du dit puzzle, puisqu'en fait, une fois que vous aurez complété les puzzles, différentes questions, des petits questionnaires viendront vous amener à justement réétudier le puzzle que vous venez de compléter dans les petits détails, dans les petits recoins, pour trouver les réponses aux questions, donc une sorte de petite enquête à mener une fois que le puzzle est complété. Et du coup, ils nous reviennent avec cette 12e campagne de Weasels, cette fois-ci 3 nouveaux épisodes, on a Space Bar, on a Tanuki Town et on a Magic Mountain, 3 nouveaux épisodes donc de puzzles à compléter avant de pouvoir essayer de répondre à différents types de questions sur le puzzle en question. Pour rappel, les prix rapidement, est-ce que je peux vous retrouver ça sans trop de soucis? Au pire, on va passer directement ici, ça ira plus vite. Un puzzle vous coûtera 24 €, ça reste très abordable. Sinon, vous pouvez aller prendre les 3 en Early Bird, ça vous coûtera 58 €. Pour ceux qui ont éventuellement pu tester d'autres jeux de Weasels, d'autres jeux, d'autres puzzles Weasels par le passé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que les puzzles en valent la peine? Est-ce que les questions qui suivent la complétion du puzzle sont intéressantes? Vous me direz éventuellement ça en commentaire si vous avez eu l'occasion de le tester. En attendant, 650 contributeurs ont été convaincus par le nouveau projet des Weasels. 24 jours avant la fin de la campagne, on en est déjà à près de 40 000 € d'engrangés. Une des belles petites surprises de la semaine, qui passe pourtant plutôt inaperçue, il s'agit de ZeroDay.x, un jeu coopératif de deck building et de dungeon crawler avec également de l'infiltration, de l'augmentation de personnages comme il en va souvent de pair avec la thématique justement très cyberpunk on va dire. C'est le 3e projet, je pensais que c'était le premier, non, pas du tout, pas du tout. C'est le 3e projet de Pua-Cat Games, après lesquels la nouvelle présentation, j'arrive pas à me repérer. C'est eux qui avaient fait David Jones Locker. Ok, du coup c'est moins une surprise, puisque celui-ci avait quand même fait pas mal parler de lui. Ce n'est pas un énorme succès hyper retentissant, mais quand même on en a entendu parler. Et du coup je suis un peu moins surpris par le succès, le petit succès mais quand même, de ZeroDay.X, qui est déjà à près de 300 contributeurs, 30 000 € d'engrangés, c'est financé, pas de beaucoup mais c'est financé, 24 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu avec plein de couleurs hyper néon, mais bon, c'est la thématique qui veut ça. On est dans un monde cyberpunk où l'intelligence artificielle a un petit peu pris le dessus, et on va essayer de reprendre le contrôle de la ville de Shijima, c'est ça? Ouais, c'est ça, Shijima, avec donc du roguelike, du deck building, du dungeon crawler, et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr de l'augmentation de personnages, masse de combat, de l'infiltration, etc. Tout ça a l'air d'être plutôt solide, le matos a l'air d'être relativement clean aussi, la DA, bon je suis pas trop fan parce que c'est le genre qui veut ça, mais ça a l'air d'être quand même plutôt bien réalisé. Ma foi, j'ai envie de dire, pour les amateurs de dungeon crawler, qui aiment le cyberpunk, le deck building, etc., il y a pas mal de choses qui ont l'air d'être relativement intéressantes dans ce nouveau projet de Pua-Cat, qui est donc ZeroDay.X, à voir. Mais en tout cas, si vous êtes amateur de dungeon crawler, de deck building et de cyberpunk, c'est peut-être un projet sur lequel il faudrait vous pencher avant la fin de la campagne. Sachez également que pour les niveaux de pledge, vous avez un pledge de base à 87 $. C'est peut-être aussi un petit peu là que le bas blesse. Le jeu est quand même assez cher, ne serait-ce que pour son ticket d'entrée, le pledge de base à 87, ça douille un petit peu quand même, soyons honnêtes, même si les composants ont l'air d'être assez classe. On a ensuite un pledge deluxifié à 107 $, qui vient tout simplement ajouter des miniatures, alors que de base on a des des standees qui sont en acrylique, hein, c'est ça? Oui, standees en acrylique, donc on est déjà sur un niveau de deluxification assez conséquent, hein, puisque 87 $ pour le pledge de base, certes base, mais quand même avec de l'acrylique, c'est quand même du beau matos. Et on a aussi un all-in à 127 $, qui vient ajouter aussi une extension avec 2 nouveaux personnages jouables notamment. Voilà pour ce qui est un petit peu des différents pledge levels mis en avant durant la campagne. Ma foi, ZeroDay.X, ça a l'air d'être plutôt sympa sur le papier, le jeu présente plutôt pas mal.
Il est un petit peu cher, mais sur le papier, encore une fois, je trouve que c'est plutôt très bien réalisé tout ça. C'est pour 1 à 4 joueurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, 1 à 4 joueurs, 120 minutes la partie, voire plus, hein, on est sur une campagne, hein, et 14 ans et plus. 300 contributeurs, 30 000 € d'engrangés pour le moment pour zeroday.x. Bon là clairement on est sur des fans de Cloudspire, qui est pas forcément le jeu le plus célèbre de Chip Theory Games, mais un de ceux qui a une excellente réputation en tout cas, et là très clairement les gars de chez, comment ça s'appelle, c'est Ryan Williams en tout cas, c'est Mothai Design, ouais c'est ça, bon clairement il est fan de Cloudspire, ça se voit vraiment comme le nez au niveau de la figure. Est-ce que du coup c'est à cause de ça que la campagne ne démarre pas? C'est une question qui se pose. En tout cas, bon, peut-être qu'ils se prennent un retour de bâton façon un peu bûche de Noël. Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, clairement, on peut clairement pas regarder le jeu sans penser à Cloudspire, à moins de ne pas connaître Cloudspire, auquel cas je vous invite à vous pencher sur son sujet. C'est un jeu super intéressant, par contre c'est le jeu d'une vie, hein. Cloudspire, c'est un jeu où il faut s'investir massivement, il coûte très cher, il est très complexe, il est très fortement asymétrique. Bref, c'est à peu près tout pour ce qui est de la comparaison, parce que Star Clash, encore une fois, hein, clairement, il y a beaucoup de Cloudspire dans l'aspect visuel. On est sur un jeu de construction de base, on est sur un jeu d'exploration de la map et bien sûr de confrontation avec les factions relativement asymétriques en présence. C'est pour 1 à 8 joueurs, c'est du 4X tactique, un petit peu façon StarCraft et beaucoup façon Cloudspire aussi, soyons honnêtes. Du coup, je ne suis pas beaucoup plus penché sur son sujet parce que, encore une fois, la similitude avec Cloudspire me dérange un petit peu, donc j'avais pas tellement envie de me plonger plus en avant, d'autant plus que le jeu est quand même très cher, 139 $ de base pour Star Clash. C'est vrai que ça donne pas forcément envie de se lancer sur le projet, il est quand même très cher. Donc à vous de voir. Ceci dit, il y a un pledge un peu moins chéro, hein, le Commander Pledge que l'on voit ici est à 69 $, c'est quand même bien plus accessible, avec peut-être un petit peu moins de doloxification. Encore une fois, j'ai pas tellement checké la campagne en détail, donc je ne saurais pas vous dire exactement ce qui vient différencier les différentes versions qui nous sont proposées ici. On a un peu plus de maps, enfin pas de maps, de cartes que dans Cloudspire. Je crois qu'il y en a très peu dans Cloudspire, si mes souvenirs sont bons. Il y avait des decks de cartes, mais ils n'étaient pas vraiment joués, enfin en tout cas pas pour les quelques parties que moi j'ai eu l'occasion de faire avec Xavier. Mais bon, après, je ne sais pas si... Enfin, comparaison n'est pas forcément raison, il y a beaucoup de similarités visuelles avec Cloudspire. Comment ça se joue derrière, est-ce que vraiment c'est similaire à ce point-là, je ne saurais pas vous le dire. Pour Star Clash, 50 contributeurs pour l'instant, le projet est assez loin d'être financé, mais il reste encore 25 jours avant la fin de la campagne. Pour les amateurs de jeux de cartes à collectionner, en voici un nouveau, il s'appelle Chrono Core War of the Nine Realms. Et voilà, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas grand chose de plus à ajouter, hein. Les TCG, c'est pas mon truc, j'y connais que dalle, autrement dit, à quoi sert de continuer à parler de ce jeu, hein. Voilà, j'y connais rien. 256 contributeurs sont suffisamment intéressés par le projet pour l'avoir financé à hauteur de 50 000 € sur les 23 000 nécessaires de base. Donc voilà, si vous êtes amateur de TCG et que vous n'avez pas peur de soutenir un primo-éditeur, ma foi, pourquoi pas. C'était quoi, Chrono Core, voilà, et peut-être votre prochain jeu. Bon, attention, comme beaucoup de jeux de cartes à collectionner, il y a aussi beaucoup de cartes, et si vous n'êtes donc pas trop amateur, ami avec la langue de Shakespeare, ça pourra potentiellement être un petit peu compliqué d'y jouer, à moins que vous ne soyez là uniquement pour la collectionnite aiguë, auquel cas le texte, on s'en fout. Pour le reste, pour ceux qui maîtrisent suffisamment la langue de Shakespeare et qui voudraient se lancer dans l'aventure, bah déjà préparez-vous à hypothéquer votre baraque, parce que bon, c'est un jeu de cartes à collectionner, et puis ensuite vous aurez masse de petites vidéos, notamment ce petit How to Play ici, pour en apprendre plus sur Chrono Core, son gameplay, ses potentielles particularités qui pourraient être amenées à le différencier d'autres jeux de la même catégorie. Bon, là-dessus, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que moi-même, je suis vraiment pas du tout expert de jeux de cartes à collectionner. Sachez qu'il y a quand même pas mal de modes de jeu.
On le voit ici pour 2 joueurs de 20 à 60 minutes de la partie, on peut y jouer jusqu'à 8 joueurs avec des longues parties de 3 heures, on peut y jouer en free for all jusqu'à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie, etc. Bref, il y a pas mal de modes de jeu différents. Sont-ils tous aussi bons les uns que les autres? Encore une fois, difficile à dire, mais si vous êtes amateur de jeux de cartes à collectionner et de mecha, parce que là clairement c'est la thématique, bah, peut-être que Chrono Core est fait pour vous. 256 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, j'ai même pas checké les niveaux de pledge parce qu'à mon avis ça peut monter assez rapidement. On a des jeux de base, voilà le deck bundle de base, 40$, mais on peut aussi très rapidement monter à du 240, 250$, 500$, etc. en fonction du pledge que l'on choisit. Voilà donc pour Chrono Core, 256 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On continue avec un jeu dont le succès me surprend un petit peu parce que c'est pas très joli, hein, tout à fait honnêtement, c'est pas du tout ma cam, la couverture ne me vend clairement pas du rêve, et pourtant il y a quand même 500 backers là-dessus, et c'est un primo-éditeur, hein, c'est Aaron Rebello qui lance son premier projet avec donc Raising Rabbids. Est-ce qu'il y a une petite allusion à propos de Raising Robots qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça aussi sur Kickstarter pour une nouvelle impression d'ailleurs? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 45 minutes approximativement. Pour 12 ans et plus, on est sur un jeu plutôt euro, avec de la construction de moteurs, et des enchères, on va dire, une sorte d'enchères pour obtenir de nouvelles cartes, je pense. C'est pour 2 à 5 joueurs, je l'ai déjà dit, je crois. 490 contributeurs, donc c'est quand même plutôt pas mal pour un jeu qui envoie pas vraiment du bois visuellement. Bon, c'est pas hyper vilain non plus, c'est pas un jeu hideux, mais clairement, moi, ça me vend pas du rêve. Ça ne me parle pas outre mesure, thématiquement et visuellement, mais au demeurant, petit jeu de construction de moteur, construction de tableau, ça va souvent de pair. Ça peut me parler un peu plus en revanche. Il y a aussi des événements qui vont se déclencher de manière régulière, qui vont potentiellement venir impacter le cours de la partie. Bon, ma foi, je ne saurais pas trop vous dire en quoi il se démarque de cette catégorie de jeu qu'est le engine building, mais sur le papier, bon, moi ça me vend pas du rêve encore une fois. Mais bon, ceci étant dit, assez peu d'action, apparemment le truc allait être assez tendu. Bon, encore une fois, moi je suis pas le public, mais peut-être que vous le serez, et auquel cas, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous attire dans Raising Rabbids, ce en quoi il se distingue d'autres jeux de cette catégorie-là. Pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu difficile à savoir. Sachant qu'on aura aussi quelques petites exclusivités Kickstarter pour ceux qui voudraient se jeter sur la campagne, telles que des éléments de luxification, notamment avec des pièces en métal par exemple, mais même en métal, elles n'ont pas l'air très jolies non plus, pour être tout à fait honnête. Les pledges rapidement, le pledge de base est à 45$. Ensuite, on a un pledge de luxification à 65$ qui vient ajouter ses rangements, ces éléments en bois plutôt qu'en carton. Ensuite, on a le Warren Package à 94$. Cette fois-ci, les pièces en métal viennent s'ajouter au jeu. Mais encore une fois, les pièces de métal, pour ce que l'on peut en voir pour l'instant, sont pas très jolies non plus pour le coup. Voilà, c'était près tout ce que je peux vous dire concernant Raising Rabbids. 490 contributeurs, 36 000€ d'engrangés pour le moment. Et c'est tout pour les entrées de la semaine. On va maintenant pouvoir se jeter sur les plats principaux. Premier plat principal de la semaine, il est du côté de chez GameFound. C'est l'œuvre de Nonsense Creations qui se lance dans une campagne pour Ozob, a cyberpunk board game. Et il m'avait déjà fait de l'œil il y a quelques mois quand j'avais découvert son existence, pas parce que je m'y intéresse en tant que backer, parce que c'est clairement pas un jeu pour moi, mais parce que j'avais été un petit peu, comment dirais-je, circonspect face au sous-titre A Cyberpunk Board Game. On nous parle d'un jeu cyberpunk, dans un univers cyberpunk, avec un clown qui fait pas du tout penser à du cyberpunk du coup. Et ça m'avait paru être un décalage un petit peu étrange, et qui se confirme dans cette campagne, qui pour l'instant a recueilli 355 backers, 90 000$ d'engrangés, c'est donc financé 9 jours avant la fin de la campagne, et on est bien sur un jeu de cyberpunk malgré la présence du clown que l'on voit ici. C'est pour 1 à 4 joueurs, 90 minutes la partie, on est sur un jeu coopératif en campagne, avec donc une thématique cyberpunk un petit peu horrifique,
avec, ma foi, du beau matos. Hein. Clairement, Ozob, c'est plutôt un jeu qui a l'air d'être bien produit. On a masse de miniatures, oui, on est sur du kilo plastique. Oui, on a aussi un équivalent de Game Trace. Je ne sais pas si c'est exactement Game Trace qui s'occupe des plateaux individuels, mais ça fait partie de ces jeux où on va avoir un support en plastique façon Game Trace sur lequel on va apposer notre plateau de joueurs individuels. On va aussi avoir des cubes, des emplacements pour des cartes, etc. Donc visuellement, le jeu présente plutôt très très bien. Le matos a d'être vraiment très très clean pour le coup. Donc de ce point de vue-là, ma foi, il a l'air de faire le job. Après, il faut être fan de jeux de kilo plastique, il faut être fan des jeux en campagne qu'on finit jamais, etc. etc. Mais bon, en gros, dans Ozob, vous allez incarner différents types de personnages tels que des mercenaires, des hackers, des bioroïdes, donc des sortes d'humanoïdes, on va dire, ou autres déviants dans cet univers un petit peu cyberpunk, légèrement horrifique, avec un large panel de missions qui s'offrent à vous, avec des implications scénaristiques sur le long cours. Voilà. Pour le reste, Way Back Now, bon bah simplement pour pouvoir jouer au jeu et le transformer en réalité, si je puis dire. C'est un jeu qui passe par le financement participatif parce qu'on a besoin, voilà. Hein, c'est comme ça qu'on nous présente souvent les choses, même si c'est pas toujours le cas. Payless, parce que vous pouvez passer par le système de Stretch Pay et payer donc plusieurs fois sans frais. C'est la spécialité de GameFound depuis un peu plus d'1 an maintenant. Vous aurez tout un tas de petits extras, de petites comment dirais-je, exclusivité GameFound durant la campagne, et puis donc explorer l'univers unique de Ozob avec du cyberpunk, du clown, du samouraï bionique, etc. Il y en aura pour tous les goûts dans Ozob. Petit aperçu justement du jeu de base que l'on voit avec cette galerie de personnages tout à fait chamarrés. Hein, on voit des personnages vraiment plutôt typiques, hein, les archétypes classiques du cyberpunk avec du gros bourrin, du punk, etc. Mais aussi un samouraï bionique, mais aussi des clowns un peu étranges. Donc bien sûr on imagine que chacun de ces personnages sera hautement asymétrique. On aura aussi masse de cartes pour les personnages en question, des items, etc. Et on l'avait aussi aperçu tout à l'heure, mais chacun des personnages aura droit à son propre plateau avec les espaces d'évolution de personnages, etc. On aura aussi des tuiles pour aller composer les différents quartiers de la ville que l'on va être amené à explorer au fur et à mesure de nos aventures. Pour ce qui est des niveaux de pledge, le pledge de base est ici à 120$, c'est quand même pas donné. Ensuite, on a le pack 1, Core Game plus extension. Donc le jeu de base, on le voit, il est derrière ici. On a encore 3 extensions derrière. Ça fait monter la note à 230$, ce qui est quand même pas rien. Pack 2, donc les extensions, plus les accessoires, plus novels, donc certaines sortes de petits romans, j'imagine. Peut-être un roman graphique, je ne sais pas. Le tout pour 300$, donc encore une fois assez cher. Pack 3, Everything, donc c'est le all-in apparemment, 450$, donc avec la totalité donc, du jeu, les extensions et tous les collectibles qui vont avec. Donc oui, ça fait monter la note assez haut. Voilà, ensuite vous pouvez prendre en add-on des extensions qui ont été mentionnées dans les pledges précédents. On a l'extension ici Residium, on a l'extension Asteroid Vegas, on peut aussi aller ajouter des sets de dés supplémentaires par exemple, des protège cartes et ainsi de suite. Voilà, les stretch goals qui viennent ajouter aussi au fur et à mesure de la campagne de nouveaux éléments. Celui-là me fait penser un petit peu à Sid Vicious, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pour le fun. Johnny Molotov, est-ce qu'il y a d'ailleurs une allusion? C'est pas impossible qu'il y ait une allusion à Sid Vicious là-dedans d'ailleurs. Côté un petit peu punk, plutôt sympa. Enfin bref, c'est un grand n'importe quoi aux hommes, et pour le coup, visuellement, je trouve que le jeu a une vraie patte. Il a une allure, il a une identité visuelle qui me déplaît pas, même si encore une fois, c'est clairement pas un jeu pour moi. Je reconnais que malgré tout, il a un certain charme, voire un charme certain. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus que ça concernant Ozob, encore une fois un jeu qui présente très très bien. Si vous êtes amateur de jeux en campagne, avec des embranchements scénaristiques, avec des personnages asymétriques dont la symétrie ne va faire que croître au fur et à mesure, etc., bah ma foi, Ozob peut être assez sympa. En tout cas, il a le mérite de l'originalité visuelle et thématique, c'est déjà pas si mal. Voilà, on va assez rapidement passer au shipping, parce que ça y est, on est dans les plats principaux, donc on peut prendre un tout petit peu plus de temps pour le shipping justement.
Pour le Canada, 50 à 60 $ en fonction du pledge que vous allez sélectionner. Pour l'Europe, 25 à 35 $ de frais de port. Okay. Et puis pour nous, éventuellement, en Asie, ce serait 120 à 170 $ de frais de port. Autrement dit, ça pique méchamment. Voilà donc pour ce qui est de Ozob, pour l'instant une campagne qui est financée, même si le succès n'est pas non plus clinquant, on est à 350 backers et 90 000 $ d'engrangés pour l'instant à 9 jours de la fin de la campagne. Skytier Games est de retour, on les a vus un certain nombre de fois sur Kickstarter, cette fois-ci ils sont sur GameFound pour leur nouveau projet, il s'agit de Onward, the MOBA Board Game. On est sur un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs, inspiré par les jeux MOBA, hein. Vous ne serez évidemment pas surpris, c'est dans le titre. Et pour l'instant, le jeu se porte plutôt pas mal malgré la présence maintenant sur GameFound, parce qu'on est à près de 1000 backers, 176 000 € d'engrangés 12 jours avant la fin de la campagne, et Skytier Games, ça vous parle certainement si vous êtes un féru de crowdfunding, puisque c'est un éditeur qui nous a pondu pas mal de jeux qui ont notamment pour certains trouvé leur chemin vers les boutiques en France. On parle ici de Skytier, on parle de Skytier Horde aussi. Donc un panel de jeux qui ont une présence, on les reconnaît, ils ont pour certains trouvé leur chemin vers les boutiques en France, en VF, et c'est des jeux qui ont plutôt une bonne presse de manière générale. Onward, cette fois-ci, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 60 minutes approximativement. On est sur un jeu donc de MOBA, on va dire d'attaque, de conquête de territoire, de destruction de territoire adverse, etc., avec des unités assez fortement asymétriques. C'est donc pour 2 à 4 joueurs, j'ai déjà dit je crois, hein, pour des parties de 60 minutes approximativement. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir cette présence sur table relativement classe, hein. On voit quand même beaucoup de miniatures assez clean. On va voir chacun un camp avec une porte, enfin façon un peu porte des étoiles, ça rappelle un petit peu Stargate, tout ça. Et surtout, on va avoir 4 types de personnages qui ont un code couleur, les rouges, les bleus, les verts et les jaunes. En bref, vous en prenez un de chaque, ça vous fait une équipe équilibrée, mais vous pouvez aussi prendre 4 rouges, 4 jaunes, à vous de voir. Donc déséquilibré n'est pas forcément synonyme de défaite pour autant, mais bref, un code couleur pour un type de personnage. Les personnages que vous allez sélectionner, que vous allez drafter, on va dire, vont aussi vous donner accès à certains types de cartes. Des cartes qui sont elles-mêmes multi-usages, puisque vous pourrez l'utiliser pour l'encart en haut à gauche qui vous donnera des déplacements et des attaques. Vous pourrez utiliser l'encart en haut à droite, là c'est exclusivement pour des points de dégâts infligés à vos adversaires. Et puis sinon, vous avez un texte en bas de carte qui est une compétence, pas forcément à usage unique, mais parfois oui, je crois. Bref, en gros, vous aurez différents types d'utilisation possibles pour les cartes que vous aurez en main, que vous aurez pu récupérer lors de la sélection des personnages de votre équipe, on va dire. Donc carte multi-usage, ça c'est plutôt très très cool. L'objectif étant de détruire l'espèce de Stargate de votre adversaire. Bien sûr, au passage, on va se maraver la tronche les uns les autres avec les différentes unités asymétriques à notre disposition. Il y aura aussi tout un tas de petits items que l'on pourra utiliser de manière timée, de manière idéale, pour espérer en retirer tous les bénéfices avec le meilleur timing possible. Je range mon téléphone parce que là ça me dérange, ça sonne. Bref, je continue un petit peu. Voilà la petite aperçu de ce que ça peut donner en termes de présence sur table. Ma foi, c'est plutôt joli, même si, encore une fois, moi, tous les jeux de Skytier, de manière générale, visuellement, je reconnais que c'est pas vilain, mais j'accroche pas. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, peut-être le code couleur, enfin bref. Le panel couleur de manière générale me plaît pas outre mesure. Je trouve que leurs jeux généralement sont pas super beaux. Mais pourtant ils sont plutôt bien produits, ils sont pas mal faits, mais je sais pas, ça me parle pas. Bref, what's in the box rapidement, on voit qu'il y a ici 32 héros avec leur miniature. Sinon on a aussi des standees. Ensuite, masse de cartes donc, pour les héros que l'on va pouvoir être amené à prendre. Ensuite, on a des cartes de compétences qui nous seront fournies en fonction des héros que l'on va pouvoir prendre dans sa main, dans son équipe. Ensuite, masse d'items, parfois, j'imagine, à usage unique, parfois sur le long cours, j'imagine. Ensuite, on aura les miniatures des fameuses Nexus, donc les sortes de portes un petit peu façon Stargate, on va dire. Masse de miniatures pour les différentes factions, etc. etc. Voilà.
Je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Rapidement, Onward vous coûtera 42 euros. C'est quand même un jeu plutôt abordable. Sinon, vous pouvez aller chercher le gameplay all-in à 90 euros. Ça va ajouter des extensions. On voit ici le Noob 10, Taolot et Legendary. Donc 3 extensions pour ajouter encore plus de nouveaux héros, de nouvelles miniatures, de nouveaux items, etc. etc. Sinon, All Gameplay plus miniature, ça fait 110 euros. Et le All-in, cette fois-ci, est à 170 euros. Il vient aussi ajouter des protège cards, des chips de luxifiés, des playmats en néoprène, etc., etc. Ensuite, on a un All Gameplay plus All Miniature à 190 avec les miniatures des extensions. Et le All-in de la mort qui tue, le fameux All-in définitif, cette fois-ci, à 250 euros. Bon, la note commence à être un petit peu salée, mais il y a quand même pas mal de matos avec. Voilà. Ensuite, pour le shipping, où est-ce que c'est? C'est ici. Ok. Donc, pour l'Union Européenne, 15 euros. Ensuite, pour les pays européens, mais non Union Européenne, c'est 25. Canada, 33. Nous, au Japon, ce serait 40 euros de frais de port. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Onward, the MOBA board game. En général, les jeux de Skytier Games ont plutôt bonne presse, ils sont plutôt appréciés par les joueurs. C'est pas mon type de jeu, visuellement c'est pas un truc qui me vend du rêve, mais sur le papier, encore une fois, je le répète, Skytier Games, généralement ils ont plutôt fait leurs preuves. Si vous êtes amateur de MOBA, c'est peut-être un jeu qui pourrait vous parler. Pour l'instant, en tout cas, près de 1000 backers, 12 jours avant la fin de la campagne, et près de 180 000 euros d'engrangés. L'auteur de Sushigo, de Gizmo et de Imhotep nous revient en collaboration avec AEG, donc un des éditeurs les plus connus outre-Atlantique. On les connaît notamment pour Dead Reckoning, pour Thunderstone Quest, pour Undergrove, pour Ready Bet Set, etc. 7bet d'ailleurs, c'est l'inverse. Bref, un éditeur reconnu, un auteur lui-même plutôt connu également, et ils nous reviennent pour donc Misfit Heroes, qui pour l'instant fait un résultat assez modeste pour un éditeur aussi important que AEG. En même temps, ils n'ont pas tellement besoin de passer par Kickstarter. On sait que le jeu trouvera vraisemblablement son chemin vers les boutiques, il n'y a pas tellement de soucis là-dessus. Pas de VF durant la campagne, en tout cas pas annoncé pour le moment. Mais bon, c'est AEG, on se doute bien que si le succès est au rendez-vous à terme pour Misfit Heroes, on le retrouvera en VF certainement à terme. Donc 650 contributeurs disais-je, 40 000 euros d'engrangés, c'est donc financé 13 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu à combo dans tous les sens. Misfit Heroes vous propose de créer des héros, comme son nom l'indique, mais des héros misfit, autrement dit des héros un petit peu atypiques, un petit peu loufoques là encore une fois, avec masse de combos possibles. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes, et c'est pour 10 ans et plus, ce qui en fait un jeu relativement accessible, relativement familial on va dire, avec du combo crafting, puisque vous allez le voir, on part sur un mécanisme un petit peu à la John D. Clare, à savoir des cartes transparentes que l'on va mettre en superposition pour créer des personnages avec leur propre spécificité. On est aussi sur du mutating deck, bon, on est sur un petit néologisme ici, on va avoir des decks mutants, et puis de la construction de tableaux. Alors, je vous parlais tout à l'heure de construction de personnages avec des cartes, comment dirais-je, transparentes. Vous le voyez ici, on aura par exemple le mime, voilà, ici, avec également le reptilien, donc juste un adjectif qualificatif. On colle une carte sur l'autre et ça nous fait le mime reptilien, avec donc le petit 5 que l'on voit ici sur le mime et le petit 10 que l'on voit ici sur la carte de reptilien, et paf, ça fait des chocs à pic, on a une carte avec différents critères qui viennent se fusionner les uns aux autres pour vous donner donc ce personnage unique qu'est le mime reptilien. Voilà, et donc on aura masse de combos à aller imaginer, on le voit ici d'ailleurs, hein. On aura le Angelic Mime, le Radioactive Mime, le Reptilian Mime, et vous voyez bien que le texte va être amené à évoluer aussi, les valeurs vont changer également, donc masse de combos à aller imaginer, tout ça donc pour faire un tableau, le tableau le plus efficace de la tablée bien évidemment. On a ici un pledge de base à 80 $, ça fait un jeu quand même relativement onéreux, mais je pense que j'ai raté un pledge quelque part. Heroes of Absurdia est à 40, est-ce que je ne l'ai pas raté quelque part
ça me semble étrange, parce qu'effectivement, le premier pledge qu'on nous met en avant, c'est à 80, parce qu'en fait, ici, on a du néoprène, donc 4 playmats en néoprène, donc un par personnage, enfin pas personnage, par joueur potentiel autour de la table. On voit un petit aperçu des autres composants du jeu. Bon, visuellement, c'est pas vilain, mais c'est pas extravagant non plus en termes de qualité de composants, mais ça fait le job. Bon, il est un petit peu cher dans cette version à 80 dollars quand même, soyons honnêtes. Mais je pense que là, quand même... ouais, ça, c'est la retail, Heroes of Absurdia, donc la version boutique, à 40 dollars, donc 37 euros, qui n'est pas présentée telle quelle dans la campagne, apparemment, pour le peu que je peux en voir, ce qui est un petit peu dommage. Mais oui, vous pourrez prendre cette version à 37 euros également, si ça vous convient. Vous avez un très très bref how to play que l'on voit ici, avec donc cet aspect de recruter différents personnages, d'aller constituer des personnages uniques en superposition de cartes transparentes, comme on l'a vu tout à l'heure. L'utilité étant de gagner de l'influence pour aller accomplir des quêtes en espérant être le plus efficace autour de la tablée en faisant des combos, des synergies dans tous les sens de manière le plus efficace possible. Voilà, on va pouvoir maintenant checker rapidement le shipping. Pour le Canada, mais également pour l'Union Européenne, c'est 18 dollars, y compris aussi pour nos amis suisses d'ailleurs. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait potentiellement 28 dollars de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Misfit Heroes, un jeu qui a l'air d'être relativement fun sur le papier. L'univers graphique et thématique me parle pas outre mesure, mais comme ça, par curiosité, je dirais pas non si j'avais un jour l'occasion de le tester. 650 contributeurs, 40 000 euros d'engrangés. L'Emery Games est de retour, c'est ce fameux couple hongrois qui s'est lancé dans ce projet, ce très beau projet qu'est le Ludos. Alors, ils ont aussi des créations originales, on l'avait vu avec Chili Mafia, on l'avait vu avec Reviving Kathmandu, ils en auront un autre prochainement sur une thématique japonaise si mes souvenirs sont bons. Mais ils se sont fait aussi connaître pour leur série des Ludos, donc Ludos Asia, Ludos Africa et cette fois-ci, Ludos America. Alors qu'est-ce que c'est les Ludos? Eh bien, ce sont des campagnes avec une très jolie boîte en règle générale, qui en contient 4 autres plus petites, on verra ça plus tard, qui vous propose en fait de découvrir ou de redécouvrir des jeux très 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 anciens, pour certains presque disparus, et de les remettre sur le devant de la scène. Généralement des jeux abstraits, donc ça sachez-le, il faut le savoir, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais donc, cette fois-ci, après l'Asie et l'Afrique, il nous plonge dans le continent américain avec 4 jeux que l'on va découvrir durant cette nouvelle campagne qui, encore une fois, se porte très très bien. 2350 contributeurs pour l'instant, 113 000 euros d'engrangés 19 jours avant la fin de la campagne. Vous avez ce pledge à 41 dollars. C'est vraiment, encore une fois, très très abordable, comme toujours avec les Ludos. On est toujours sur des jeux stratégiques avec des composants hyper clean, avec une touche culturelle prononcée, puisque c'est vraiment pour remettre en avant, remettre au goût du jour des jeux presque oubliés pour certains d'entre eux. Et généralement, c'est pour 2 joueurs, pour des parties relativement courtes de 15-20 minutes, et pour 6 ans et plus, donc généralement des jeux assez accessibles. On voit ici les 4 boîtes, dont une n'a pas encore été vraiment révélée. On a donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Quelle sera la prochaine boîte? J'imagine que ce sera l'Europe, mais bon, on verra bien. Et je vous disais tout à l'heure que généralement les boîtes de Ludos, c'est une boîte qui en contient 4. Bon, c'est un petit peu stroboscopique là, donc c'est assez peu lisible, mais en fait, vous voyez que les petites boîtes, vont venir s'intégrer dans des sortes de petits tiroirs dans la boîte principale. C'est pas très très visible, c'est un petit peu dommage, mais bon. Les 4 jeux de cette nouvelle boîte de Ludos. Le premier c'est Comican qui nous vient du Chili apparemment. Le second c'est Konane qui nous vient de Hawaï. Le troisième c'est Awathlaknanai, pas facile à prononcer celui-là, qui nous vient d'une tribu amérindienne. Ensuite on a aussi Puluk ou Puluch, je ne sais pas, qui nous vient du Guatemala à la base. Voilà, le Pay What You Want, vous recevrez un jeu de votre choix parmi les 4 avec une somme de votre choix, donc c'est vraiment vous qui décidez de ce que vous voulez payer. Ensuite, vous pouvez prendre aussi le Print and Play des 4 jeux pour 7 $, sinon à 41 $, vous avez donc la collection Ludos américain avec la grosse boîte, enfin grosse, elle n'est pas très grosse en réalité, mais la boîte qui contient les 4 autres boîtes.
Et vous avez un aperçu de tous les composants des 4 jeux qui composent ce Ludos America. Sinon, à 79$, vous pouvez prendre 2 Ludos de votre choix. Donc vous avez Afrique, Asie, Amérique, donc vous en prenez 2 sur les 3. Sinon, pour 119, vous pouvez avoir les 3 avec justement donc, ces jeux à tiroir que l'on voit ici. Une très 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 bonne idée en termes d'édition. Et si vous êtes amateur de jeux stratégiques, tactiques, mais abstraits, avec du beau matos, avec pour certains de ces jeux d'ailleurs un facteur un petit peu culturel intéressant, bah ma foi, ça peut être aussi un beau cadeau pour vous-même ou pour d'autres personnes. Rapidement pour les 4 jeux donc de cette nouvelle campagne, on a donc Comican, le jeu chilien, qui est un jeu de chasse pour 2 joueurs, 20 minutes, 6 ans et plus, dans lequel vous allez incarner soit soit un puma, ouais, qui va chercher à capturer 6 alpacas, donc les adversaires bien sûr. Sinon, Puluk, donc le jeu de Guatemala, c'est un jeu de running fight, donc un jeu dans lequel vous allez chercher à capturer tous les guerriers de votre opposant, de votre adversaire, dans ce jeu Maya, pour 2 joueurs, et encore une fois, 20 minutes la partie, 6 ans et plus. Le jeu hawaïen, donc Konane, cette fois-ci, c'est un jeu de jump and capture. Donc vraiment le type de jeu très très classique, façon les dames, on va sauter au-dessus d'une pièce pour en prendre possession en gros. Vous allez tenter de créer le lay parfait. Qu'est-ce que c'est un lay? Je ne sais pas. En essayant d'être le premier joueur, j'imagine, à réussir à sauter par-dessus toutes les fleurs de votre adversaire, j'imagine quelque chose comme ça. Encore une fois, 2 joueurs, 20 minutes, 6 ans et plus. Et puis le dernier, donc le jeu amérindien qui s'appelle donc Awithlacnanai, je pense. C'est un jeu de wargame, donc un jeu de guerre cette fois-ci, mais toujours pour 2 joueurs, 20 minutes la partie, 6 ans et plus. Voilà. Pour le reste, le how to play de chacun de ces jeux est présenté avec des petits gifs ici, hein, pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement. Encore une fois, jeu très très abstrait, sachez-le. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la campagne, je crois. Il y a quelques petits add-ons par-ci par-là pour ceux qui voudraient se faire plaisir également. Est-ce qu'on pouvait prendre aussi Reviving Kathmandu en add-on? J'ai pas l'impression, ça c'est un tout petit peu dommage. Mais bon, continuons, sachez aussi que la version française sera disponible pour les règles en général, c'est le cas pour toutes les campagnes de Ludos, c'est souvent des traductions faites par la communauté de l'Emery Games d'ailleurs. Hein. Le jeu devrait théoriquement être livré pour décembre prochain, donc livraison assez rapide. Voilà donc pour ce qui est de ce 3e épisode sur 4, il y en aura un dernier certainement pour l'Europe j'imagine. Des Ludos, cette fois-ci on nous emmène donc en Amérique. 2350 backers, 113 000 € d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Pirates of the High Seas, et non High Seas comme on a l'habitude de le voir pour les jeux de pirates. Petit jeu de mots, A Game of Piracy and Pastries, donc un jeu de piraterie et de gâteaux, de pâtisserie. Une thématique un petit peu décalée. C'est pour 10 ans et plus, c'est pour 1 à 4 joueurs, et pour des parties de 45 minutes approximativement, ce qui en fait un jeu relativement facile à sortir. C'est le premier projet porté par Pink Hawk Games, c'est un nouvel éditeur, derrière lequel se trouve une auteure un tout petit peu connue quand même. Voilà, c'est elle, Emily Vincent, à qui l'on doit Knitting Circle, donc dans l'univers de Calico, et dont la campagne avait eu lieu il y a un an et demi peut-être pour Knitting Circle, peut-être un peu moins que ça même, hein. Moins d'1 an peut-être. Donc l'univers de Calico, mais avec un gameplay différent, peut-être qu'il n'est pas encore sorti en boutique, Knitting Circle je crois. Bref, c'était déjà Emily Vincent derrière, et donc Pink Hawk Games, c'est sa maison d'édition à elle, et donc elle lance son premier jeu sur cette boîte d'édition. 1770 contributeurs, donc pour l'instant c'est une campagne qui marche très très fort hein, pour un primo-éditeur. 111 000 € d'engrangés d'ores et déjà, 25 jours avant la fin de la campagne. Qu'est-ce que c'est donc que Pirates of the High Seas? Eh bien c'est un jeu dans lequel on va prendre le thé et les gâteaux qui vont avec, mais sur un bateau pirate. Voilà, thématiquement, c'est un petit peu perché, mais c'est charmant. On va avoir tout un tas de cartes avec des petits logos de pâtisserie, vous le voyez ici. On va donc chercher
à prendre le meilleur thé qui va avec la meilleure pâtisserie pour la servir à notre capitaine. On pourra envoyer notre perroquet ou notre chat ou notre singe, je ne sais plus, pour aller chercher des ingrédients, pour aller dégommer ceux de nos adversaires, etc. Donc un jeu avec pas mal d'interactions également, si mes souvenirs sont bons. Allons voir ça un petit peu plus en détail. Les key features. Pirate Mischief meets Afternoon Tea. Donc voilà, la piraterie qui rencontre les gâteaux et le 4 heures, l'heure du thé, quoi, en gros. C'est un jeu avec pas mal de chaos, beaucoup d'interactions, où l'on va bien utiliser notre équipement pour subtiliser, pour prendre possession de certains ingrédients, que ce soit pour des gâteaux ou pour du thé, pour essayer de faire les meilleures combinaisons, on va dire. On va pouvoir utiliser, je l'ai dit déjà tout à l'heure, soit notre petit singe, soit notre perroquet, pour aller chercher ou des ingrédients ou pour pourrir l'adversaire par exemple. Donc c'est l'aspect très très fortement interactif pour le coup ici. On a pas mal de cartes avec des éléments de, comment dire, de DA plutôt clean, hein, j'ai envie de dire. Visuellement, le jeu présente plutôt pas mal. Alors il a une thématique complètement perchée, qui mélange piraterie et pâtisserie. C'est original, mais en tout cas visuellement, il présente plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Si l'interaction est aussi sympa que ce qu'elle semble être, en tout cas de ce qu'on en dit dans la campagne, ça peut être un jeu assez déjanté, assez fortement interactif, avec pas mal de take that éventuellement. Ma foi, ça peut être sympa, ça va être un jeu relativement simple à prendre en main, mais avec quand même pas mal de pistes stratégiques, avec une sorte de simili-pose d'ouvrier que l'on voit ici avec des petits pirates, une sorte de petite gestion de ressources également. Bon, ma foi, à tester. C'est pas un truc que je me vois baquer très clairement, mais c'est un jeu qui a su trouver son public. On l'a vu quand même avec 1700 backers en l'espace d'une semaine, voire même moins d'une semaine. C'est plutôt un très beau succès que ce Pirates of the High Seas. Encore une fois, pourtant, les composants sont pas mirobolants non plus, hein, ça présente pas mal, mais c'est pas non plus extraordinairement beau. Mais ça marche très très fort, hein, soyons honnêtes, vraiment c'est une belle surprise que ce Pirates of the High Seas. Voilà, vous avez une petite édition de l'oxyfié également, avec des éléments en bois plutôt qu'en carton, avec des tapis de néoprène plutôt que ceux en carton là aussi dans le jeu de base, et puis des pièces de métal plutôt que celles en carton. Ensuite, une petite extension, Bottle of Rum, bouteille de rhum, qui vient ajouter 4 nouveaux capitaines, j'imagine avec des petits éléments d'asymétrie, et puis une nouvelle ressource avec ces fameuses bouteilles de rhum. Mini extension aussi en radin disponible, Golden Ganache, avec 4 nouvelles cartes, avec du foil, donc l'aspect de surbrillance un petit peu classieux. Voilà, aussi, il y a un petit Corsair Courage Tea Blend, est-ce que ça fait aussi partie de cette mini extension? Je ne sais pas. Bref, le How to Play pour ceux que ça pourrait intéresser, hein, j'ai parlé tout à l'heure de placement d'ouvriers, on le voit ici avec le Deploy Your Pirate, Resolve Action, donc on va résoudre les actions des emplacements sur lesquels on a envoyé nos pirates, on va foutre le Dawa avec soit notre singe, soit notre canon, soit notre petit perroquet, masse d'interaction entre les capitaines, servir le thé avec les gâteaux, essayer de faire des combinaisons plus efficaces que nos adversaires, et c'est à peu près tout. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez sur le papier, ça va être un jeu sympatoche, de là à le baquer, moi clairement il y a un pas que je ne franchirai pas. 39$ pour le pledge de base, 79$ pour la Golden Edition qui vient ajouter donc la deluxification avec les néoprènes, les pièces de métal, etc. Et sinon 250, mais là c'est un pledge plutôt mécénat, on s'en fout un peu. Pour le shipping, 19 ou 20 en fonction du pledge pour le Canada. Pour l'Union Européenne c'est 17 à 20 j'ai l'impression, même s'il y a plusieurs zones au sein de l'Union Européenne, enfin de l'Europe de manière générale. Par exemple, pour nos amis suisses, c'est 25 à 33. La France, c'est 12-17, c'est un petit peu moins cher que pour le reste de l'Europe, ça c'est plutôt cool. Et puis pour nous qui sommes au Japon, éventuellement, ce serait 24 à 30$ de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Pirates of the High Seas, 1800 on va dire, contributeurs, 110 000€ d'engrangés 25 jours avant la fin de la campagne, pas de VF malheureusement pour celui-ci. Le petit projet mignon de la semaine. Alors pas mignon parce que la thématique ou l'aspect visuel est vraiment hyper mignon, non, parce que tout simplement c'est un projet familial. C'est un pater avec ses 2 enfants qui se sont dit on va faire un jeu
Et ils l'ont fait, et c'est Computer Junkyard. C'est la belle histoire, et ma foi, ça se porte plutôt très très bien. On voit qu'il y a quand même 1500 backers derrière, avec 125 000 euros d'engrangés, le projet est largement financé, et je pense que clairement, ils visaient pas aussi haut avec ce petit Computer Junkyard, donc c'est vraiment une belle surprise que ce projet de Dream Egg Games, premier projet. Et encore une fois, donc une belle petite histoire familiale avec le pater et son fils qui ont créé ce jeu et la fille qui s'occupait de tout ce qui est direction artistique. Computer Junkyard vous propose de monter votre propre PC old school pour faire tourner un vieux jeu vidéo que vous avez trouvé dans votre garage, quoi, en gros. Et donc vous allez assembler tout un tas de pièces, en fait, d'éléments, de pièces comment dirais-je, ouais, de pièces de PC, quoi, tout ce qu'il y a de plus basique, avec une sorte de simili-système de draft, mais on pourra aussi s'en piquer les uns aux autres, on pourra avoir des petites alliances momentanées, etc. Et le premier qui réussit à compléter son PC en y branchant la cartouche de son jeu vidéo auquel il a tant envie de jouer, l'emportera, je crois que c'est un truc comme ça. Donc on est sur un jeu de placement de tuiles, une sorte de simili-puzzle évolutif. Ma foi, ça a l'air d'être assez fun. On voit qu'il y a les différents jeux vidéo qui auront tout autant de prérequis pour espérer être complétés et pour espérer donc l'emporter sur vos adversaires. Bon, ma foi, ça a l'air d'être fun. On pourra même s'envoyer des bugs sur la tronche. On pourra se voler des tuiles, etc. Non, vraiment, ça a l'air d'être assez fun. Et encore une fois, l'aspect très création familiale fait que le jeu a vraiment un petit charme pour lui. Je ne me vois pas aller le backer pour autant, il faut quand même pas déconner, mais c'est un jeu que j'aurais pu imaginer backer il y a 4-5 ans, par exemple, dans mes débuts Kickstarter, ne serait-ce que pour la belle histoire familiale qu'il y a derrière, voilà. Voilà, l'aspect de draft avec les différentes pièces que l'on va pouvoir choper, qu'on va pouvoir installer sur notre PC, on va les connecter les unes aux autres, on va envoyer des bugs sur notre adversaire, on va essayer de compléter des prérequis pour ensuite, vous voyez ici avec la tuile de jeu vidéo, connecter l'ensemble de nos tuiles à celle de notre jeu vidéo avec les prérequis qui vont avec pour espérer l'emporter. Voilà, un jeu avec beaucoup de charme parce que l'histoire derrière est belle aussi. Le pledge de base est à 39 $ pour Computer Junkyard, sinon on a un pledge à 75 $ qui vient ajouter une extension Lightning Strike, qui vient ajouter un petit pack exclusif Kickstarter, qui vient ajouter une autre extension Peripheral Hardware, etc., etc. Donc pas mal de nouveautés, enfin pas de nouveautés, mais de contenu supplémentaire, disons, pour le jeu. Ensuite à 99 $, on a le pledge Gigabyte Build, qui vient ajouter donc 6 non, une extension pour jouer jusqu'à 6. Je me suis trompé de contenu là. C'est une extension qui permet de jouer jusqu'à 6. C'est pas 6 extensions. Plus les extensions mentionnées tout à l'heure également. Ensuite, Terabyte Build 199 $, ça commence à faire pas mal quand même. Ça va ajouter un jeu, c'est vous qui allez le composer, quoi, en gros. Une sorte de pledge mécénat avec un petit peu de personnalisation de votre jeu. Voilà, on a une petite présentation de chacun des petits éléments pas de deluxification, mais d'extension, on va dire. L'extension que l'on voit ici, Kickstarter Expansion Pack, Lightning Strike, Peripheral Hardware, donc toutes ces extensions qui viennent rajouter encore plus de matos, encore plus, j'imagine, de rejouabilité à un jeu dont il est un petit peu difficile de savoir beaucoup plus de choses compte tenu de cet aspect primo-éditeur. La page de la campagne présente plutôt pas mal, certes, mais c'est quand même difficile de savoir où l'on va en termes de rejouabilité, de profondeur de gameplay, etc. S'il y a autant d'ajouts en termes d'extension, on pourrait se dire qu'il y en a au moins une ou deux qui auraient pu être dans le jeu de base. C'est un petit peu dommage d'en avoir autant, mais bon, encore une fois, un petit projet qui a du charme. Voilà, c'est avec le papa, les enfants, avec donc le co-auteur, l'auteur et la patte graphique pour la fille. Donc voilà, c'est la belle histoire qui est derrière. Et du coup, le jeu s'en porte plutôt très très bien. On voit un 1500 backers 26 jours avant la fin de la campagne. C'est le beau petit projet du jour, même si thématiquement ça ne me parle pas outre mesure. Voilà pour donc Computer Junkyard, the best computer game not on the computer. Et du coup, c'est tout pour ce qui est des plats principaux de la semaine. Il nous reste maintenant le seul et unique dessert de la semaine.
Le seul et unique dessert de la semaine, vous l'avez certainement vu venir, il s'agit de Scales of Fate, le nouveau projet de Ivy Studio, son 10e projet sur Kickstarter. Pour ceux qui dormaient au fond de la pièce, hein, bon, Ivy Studio c'est quand même très connu maintenant sur Kickstarter. Il s'était fait connaître d'abord avec Moonrakers, ensuite avec Veiled Fate, qu'on apprécie beaucoup Xavier et moi-même, Fractured Sky, qu'on a couvert sur la chaîne lors de la campagne pour la VF, Mythic Mischief, plus récemment l'extension de Veiled Fate, puis celle de Fractured Sky, Brink, ou encore le plus récent Tend, qui pour le coup lui m'attirait absolument pas du tout. Mais bref, un éditeur qui a su se faire une place, qui passe exclusivement par le financement participatif, qui n'a quasiment pas d'existence en boutique en réalité, mais qui a toujours le chic de proposer des jeux qui proposent des mécanismes bien connus, mais en y ajoutant des petits twists assez originaux qui renouvellent un petit peu le genre. Vraiment, en règle générale, Ivy Studio là-dessus fait du très bon boulot, même si ils sont un petit peu chiants avec leur com. C'est une boîte un petit peu, c'est le Apple du jeu de société, quoi, hein. Ils font beaucoup de com, un petit peu ad nauseam avant leur campagne. Leurs jeux sont présentés de manière ultra dithyrambique, ils font venir 5-6 créateurs de contenu américains chez eux directement dans leur studio pour montrer comment le jeu est tip top, etc. Bref, leur communication est un peu chiante. C'est très américain et pas dans ce qui est de plus positif dans cet aspect-là, on va dire. Mais ça marche bien. Et dans les faits, c'est vrai que en termes de gameplay, souvent leurs jeux sont assez intéressants. Ils viennent d'ajouter des petits twists vraiment pas dégueux. Et cette fois-ci, ils nous reviennent avec Scales of Fate. Vous reconnaîtrez l'univers parce que de toute façon, Scales of Fate, en réalité, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'une version de joueur de Veiled Fate. Alors quand je dis ça, bon, ils n'écouteront pas, donc ils s'en foutent heureusement, mais s'ils m'écoutaient, ils seraient certainement pas contents, parce que certes, Scales of Fate, ils partagent l'univers de Veiled Fate, ils partagent une identité commune assez prononcée aussi en termes de gameplay, parce qu'il y aura de la déduction, comme dans Veiled Fate, mais c'est un jeu quand même assez différent, on va le voir aussi. D'abord parce que c'est cette fois-ci un jeu uniquement à 2 joueurs, alors que pour rappel, Veiled Fate c'était du 2 à 6, si mes souvenirs sont bons, 2 à 8 peut-être même, je ne sais plus. Bon, 6 minimum, mais peut-être même jusqu'à 8, j'ai oublié. Et cette fois-ci c'est pour 30 minutes la partie, donc un jeu peut-être plus facile à sortir aussi que ne l'est Veiled Fate, et c'est pour 14 ans et plus. Et là vous vous dites, bon, un jeu de déduction à 2 joueurs, c'est rarement bien fait. Il y a quelques jeux qui l'ont très bien fait. Mind MGM Team, si mes souvenirs sont bons, tourne très bien à 2 joueurs. Même Veiled Fate à 2 joueurs, il est très cool aussi. Mais c'est pas forcément la configuration qu'on imagine généralement pour des jeux de déduction. Mais, encore une fois, on parle de Ivy Studio, qui s'est fait un peu une spécialité de faire des petits twists intéressants, donc j'ai plutôt confiance concernant Scales of Fate. Il y aura aussi durant cette campagne un autre jeu qui s'appelle Pillars of Fate, une sorte de micro-jeu en plus de Scales of Fate. Il n'est pas beaucoup mis en avant, c'est un lane battler, on va faire des lignes de combattants face à notre adversaire. Bon, ça a l'air d'être relativement classique là pour le coup, mais encore une fois dans l'univers de Veiled Fate là encore. Alors, continuons. Scales of Fate, on le voit, petit aperçu de ce que ça peut donner en termes de présence sur table. C'est un plateau beaucoup plus petit que ce n'était le cas pour Veiled Fate. On est vraiment sur un truc beaucoup plus compact, mais avec toujours un très beau matos, hein, vraiment très belle DA aussi. Hein. On reste sur l'univers de Veiled Fate, mais très belle DA, très beau matos. Bon, encore une fois, ils ont fait le job. Hein. C'est quand même souvent le cas de façon avec Ivy Studio. On sait qu'en termes de présentation, ils sont très forts. On est donc sur un jeu de duel de déduction, avec une grosse profondeur stratégique apparemment, hein, beaucoup de mind game, avec un jeu extrêmement simple à expliquer. On parle ici de 5 minutes de teach pour 30 minutes de gameplay, et on retourne dans cet univers qu'on aime tant, l'univers donc de Veiled Fate. Alors, à quoi ça ressemble? On voit ici donc un jeu de mind game, donc un jeu où on va essayer de comment dirais-je, de tromper notre adversaire, de lui faire croire des choses qui ne sont pas véritablement réelles. Bref, on va essayer de prendre un petit peu les devants en termes de stratégie sur notre adversaire.
en essayant de le tromper, de le mener vers des directions qui ne sont pas les bonnes, le tout sur un truc relativement court, hein, puisqu'on a dit tout à l'heure, hein, 30 minutes de gameplay, donc un jeu relativement ramassé, relativement accessible, mais avec une forte profondeur stratégique. Avec donc de la déduction, comme dans Veiled Fate, c'est ce fameux ADN commun avec son grand frère. On parle ensuite donc de cet aspect de stratégie où on va essayer d'induire notre adversaire en erreur. Et on nous parle aussi de parties radicalement différentes les unes des autres, avec jamais deux parties identiques. Le petit point How to Play. Alors d'abord, vous allez recevoir deux demi-dieux, deux cartes de demi-dieux par joueur. Je crois qu'il y en a 8 au total, si mes souvenirs sont bons. On aura donc deux chacun. Ce sont ceux que l'on va incarner et que l'on va essayer de cacher autant que faire se peut à notre adversaire. Dans notre tour, on va placer, déplacer un demi-dieu sur les différents emplacements d'action qui sont sur le plateau. On va aussi pouvoir placer des servants qui vont pouvoir activer également des quêtes apparemment, et on va aussi pouvoir activer des pouvoirs divins. Les pouvoirs divins qui n'étaient pas forcément toujours très utilisés dans Veiled Fate. En tout cas, pour les parties que nous, on a fait chez nous, on a tendance à pas beaucoup utiliser les pouvoirs divins parce qu'ils sont très très chers à déclencher. Là, pour le coup, il y aura des petites tuiles qui nous permettront de les activer avec des gros pouvoirs instantanés assez intéressants. Ensuite, on aura aussi des cartes d'âge. À la fin de chaque âge, on va dévoiler une carte qui donnera des indications, des indices potentiels sur l'identité potentielle des personnages de notre adversaire, par exemple. Donc, au fur et à mesure, on va tenter de déduire progressivement l'identité des personnages contrôlés potentiellement par notre adversaire. Et puis il y aura aussi du scoring de fin de partie, là pour le coup assez différent de celui de Veiled Fate, puisque l'emplacement où nos demi-dieux sera, l'emplacement où ils seront, les emplacements où ils seront, j'ai vraiment du mal avec le pluriel singulier aujourd'hui, les emplacements où seront situés nos demi-dieux rapporteront des points en fonction de là où ils sont. Est-ce qu'on scorera la différence entre les deux lieux où ils sont situés, ou est-ce qu'on scorera le nombre de points inscrits sur le lieu où ils partagent un emplacement par exemple, et puis bien sûr aussi un petit aspect de prise de notes sur les 9, oui, ils sont 9 demi-dieux, pour essayer de déduire ceux de notre adversaire, puisque si l'on réussit à trouver l'identité des demi-dieux de notre adversaire, on gagnera des points supplémentaires. Gagner, c'est pas forcément la question, hein, c'est pas parce que vous trouvez les deux personnages de votre adversaire, que vous allez forcément instantanément l'emporter, mais ça vous donnera des points supplémentaires. Et on a vu tout à l'heure que des points, il n'y en a pas des masses disponibles, puisqu'on voit ici que ça va de 0 à 14, donc autant vous dire que 3 points si vous réussissez à déduire l'identité des demi-dieux de votre adversaire, c'est pas rien du tout. Ensuite, même eux font la comparaison, hein, Veiled Fate versus Scales of Fate. Bon Scales of Fate est beaucoup plus petit, il se joue de manière beaucoup plus ramassée, hein, c'est du 30 minutes, alors que Veiled Fate c'est plutôt, on va dire, entre 1 et 2 heures de partie, avec beaucoup plus de matos aussi. On est comme d'habitude avec Ivy Studio sur des jeux pre-stretched, autrement dit, c'est deluxifié de base. Il y a moyen de deluxifier encore plus, bien évidemment, c'est Ivy Studio, mais de base, on est sur des jeux très très bien produits. Ensuite, Pillars of Fate, c'est le second jeu de cette campagne, hein, que j'ai abordé tout à l'heure, hein, le fameux jeu de, comment ils appellent ça déjà, de lane battler. Voilà, on va faire des lignes de personnages et on va s'affronter. Voilà, c'est relativement classique. Pour le coup, celui-ci m'intéresse pas outre mesure, je me suis vraiment pas penché sur son sujet, même si j'imagine que pour ce qui est du lane battler, ils ont là encore su, j'imagine, trouver un petit twist pour rendre ça plus intéressant, mais c'est un type de jeu qui m'attire pas, donc bon, voilà, je me suis pas penché sur son sujet. Continuons, on va essayer de trouver les Pledge Levels, voilà, ils sont ici. Pledge Levels avec Scales of Fate, édition standard, 39 €, 39 $, pardon. Donc voilà, vraiment c'est l'édition de base avec les petits standees en carton, ce qui est plus classique. Le plateau était même pas double épaisseur, je ne sais plus, je crois pas. En revanche, on passe à 59 $ au lieu de 129 pour le prix MSRP, j'y crois pas du tout. Hein. À mon avis, 129, ça coûtera jamais ce prix-là, mais bon. 59, c'est pour l'édition deluxifiée. Édition deluxifiée, c'est qui vient cette fois-ci avec des meeples bien chunky, bien épais, avec le plateau double épaisseur, les composants un peu plus classe de manière générale. Ensuite, 79 $, c'est pour avoir le jeu Scales of Fate et le jeu Pillars of Fate, les deux dans leur édition deluxifiée Kickstarter, quoi, en gros. Sinon, vous pouvez aussi prendre
les meeples en métal plutôt qu'en bois, le tout pour 59 $. Alors, ils le font depuis quelques jeux déjà, hein, ça fait plusieurs jeux d'affilée qu'ils proposent d'avoir des composants en métal plutôt qu'en bois par exemple, pour deluxifier à outrance, mais là vraiment pour Scales of Fate ça fait vraiment too much, et en plus ça coûte autant que le jeu Deluxe, c'est quand même vraiment une addition assez importante en termes de coût. Alors, What's in the Box rapidement, la boîte de Scales of Fate, voici un petit peu le contenu, avec le plateau double épaisseur que l'on voit ici, les différentes tuiles, les meeples avec les 9 demi-dieux et les cartes qui vont avec, les fameux emplacements de quêtes, bref, beau matos encore une fois, même chose pour Pillars of Fate, avec donc les cartes, les petits tokens, etc. Voici, on add-on les petits ajouts potentiels, avec le Make It Metal, donc les meeples en métal à 59, Extra Journals, donc pour prendre des notes durant votre partie, les protège cartes éventuellement, un petit pins, on s'en fout, néoprène pour Pillars of Fate pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà. On peut aussi tester Scales of Fate voilà, sur TTS, pour ceux que ça pourrait intéresser, pour voir un petit peu quelle est la différence fondamentale avec Veiled Fate, au-delà de l'aspect plus court et exclusivement de joueurs, mais bon, c'est toujours mieux de tester pour voir vraiment si c'est un jeu qui pourrait potentiellement nous plaire. Même chose pour Pillars of Fate, qui est lui aussi testable sur TTS. Pour ce qui est du shipping, Canada c'est 18 $. Union Européenne, j'imagine que dans la zone 1 on a la Belgique et la France. Oui, c'est ça. Ce serait du coup 16 $. Pour nos amis suisses, ce serait 20 par exemple. Et puis pour nous, on est en Asie, ce serait 22 $ de frais de port. Et théoriquement, la livraison, c'est pour quand c'est pour décembre 2025. Donc pour Noël, potentiellement, on aurait la livraison de Scales of Fate. Voilà donc pour ce qui est de ce nouveau projet de Ivy Studio avec Scales of Fate, et puis donc Pillars of Fate, donc le second jeu, le Lane Battler qui va avec. 5000 contributeurs d'ores et déjà, 11 jours avant la fin de la campagne, 400 000 € d'engrangés. Vous avez vu que j'ai pas décerné de mon coup de cœur. J'en ai décerné plusieurs à Ivy Studio, même si leur communication me saoule à la longue, mais leurs jeux sont généralement plutôt cool. Scales of Fate me tente pas mal, parce que Veiled Fate est pas facile à sortir, on le sort pas très souvent. Celui-ci, c'est pour 2 joueurs, donc clairement, c'est notre configuration à Xavier et moi-même. C'est pour 30 minutes la partie, tout en partageant pas mal l'ADN de Veiled Fate. Il y a quand même pas mal d'arguments à faire valoir du côté de Scales of Fate. Il me reste 11 jours pour y réfléchir. On verra bien. J'avoue que la semaine dernière, donc je n'ai pas pu couvrir dans le menu crowdfunding parce que j'étais malade, a vu un back de mon côté, voire même peut-être un deuxième dans les jours qui viennent pour un autre jeu sorti la même semaine. Je ne le révèle pas. Je les révélerai plus tard, un jour, parce que voilà, ça fera l'objet d'une émission, comme l'année dernière avec Nyx. Ouais, j'ai backé déjà la semaine dernière un jeu, mon premier de 2025, peut-être même le deuxième dans la foulée. Donc Scales of Fate, il tombe dans la même période, je sais pas, ça ferait quand même beaucoup, 3 en un mois, ça ferait quand même beaucoup. Donc bon, on verra bien, mais c'est très tentant sur le papier. Scales of Fate, mon projet de la semaine, même si j'ai pas mis quand même de coup de cœur non plus, faut pas pousser, mais dans les orties. Voilà donc pour ce qui est de ce menu 169, si mes souvenirs sont bons. Bref, le menu du 23 mars 2025, le menu du retour. Même si encore une fois, j'aurais préféré que ce soit la semaine dernière. Mais bon, que voulez-vous, malade, c'est comme ça. J'aurais pu peut-être le faire, mais vraiment, ça aurait été un menu extrêmement mou. Voilà, j'aurais vraiment pas été bien, donc c'était pas la bonne idée. Quoi qu'il en soit, j'en suis à 1h40 d'enregistrement, avec le montage ça va faire 1h20, un truc comme ça. On recommence sur un menu plutôt léger, et c'est pas plus mal. Du coup, eh bien, merci de m'avoir suivi pour ce premier menu depuis un certain temps déjà. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, pas avec Xavier, parce que Xavier est encore en France pour au moins 1 semaine et demie, je crois, mais de toute façon... Bon, vous le savez, à minima, il y aura le menu aussi la semaine prochaine. J'essaierai de faire quelques vidéos dans les 2 semaines à venir, parce que c'est mes dernières semaines de simili-vacances, on va dire, avant la reprise de la fac au Japon. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.